Quand on est occupé dans un travail qui nous passionne et qui nous prend beaucoup d'énergie, moi, il ne me restait plus beaucoup de temps pour m'occuper des gens autour de moi. Là, c'est un moment privilégié pour avoir plus de temps et je veux vraiment en profiter. Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'a apprivoisée à sa façon. Quand l'heure de la retraite a sonné, elle a choisi de rester active et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. Une diversité d'intérêts, voilà ce qui caractérise notre invité d'aujourd'hui. Tant dans sa vie professionnelle qu'à la retraite, il a été à l'écoute de son cœur qui l'a guidé là où il fait bon vivre. Rencontrons Jacques Bolduc. Jacques, tu es à la retraite depuis, grosso modo, 2008. On pourrait dire que tu as eu un parcours professionnel atypique. Hein? On doit dire, dans un premier temps, que tu as été travailleur social, une formation de travailleur social qui t'a amené à faire un stage à ce qu'on appelait dans le temps Saint-Michel-Archange. Exactement. Qui est devenu l'Institut psychiatrique Robert Giffard. Exact. Et après ce stage-là, tu as été embauché comme travailleur social. Quel souvenir que tu gardes de cette époque-là? Je garde un très beau souvenir de mes 2 stages que j'ai faits à Robert Giffard parce qu'il y avait une équipe vraiment dynamique. C'est déjà un milieu difficile où entrer, Robert Giffard, mais il y avait une équipe de travailleurs sociaux et de superviseurs qui était extraordinaire. Et je garde ce souvenir-là, d'avoir appris autant, sinon plus, dans mes stages que mes 3 années à l'université. Et quand j'ai travaillé, après mes stages, là, on était dans les années de désinstitutionnalisation. Donc, il y avait un projet qui s'était créé dans la bâtisse, à côté de Robert Giffard, l'ancienne école des infirmières. Et c'était pour accueillir des gens de Robert Giffard aptes à vivre une étape de réinsertion dans la société. Et ça aussi, ça a été fort intéressant. J'ai été là quelques années parce qu'on faisait quelque chose de nouveau. On expérimentait tout le monde avec une équipe nouvelle. C'était très dynamique et fort intéressant. Et toi, dans l'être humanité, la nouveauté, c'est important à l'intérieur de toi. Oui. Donc, au bout d'un certain temps, même si c'était stimulant, ces nouvelles expériences professionnelles-là pour toi, tu as eu envie de relever un autre défi qui t'a amené à l'unité de toxico de l'hôpital Saint-François d'Assise. Donc, on est dans un autre univers. Oui. Oui, un autre univers d'hôpitaux aussi, quand même, là. Maintenant, la toxicomanie est sortie des hôpitaux en partie, mais à ce moment-là, c'était l'unité de toxico de Saint-François d'Assise. Et là aussi, pour moi, ça a été ce qui m'a amené là. J'avais jamais pensé à la toxico dans ma carrière de travailleur social, mais j'avais un ami qui était là et qui aimait beaucoup le travail avec les toxicomanes et l'esprit d'équipe qu'il y avait. Et ça s'est avéré très vrai. C'était dynamique. Les gens avaient le goût d'apprendre, de se perfectionner. Il y avait des échanges sur ce qu'on vivait comme travailleur social et c'était très apprenant. Et moi, j'ai besoin de ça. Il faut que ce soit vivant, qu'il y ait une vie d'équipe et qu'on apprenne ensemble. C'est nourrissant. C'est nourrissant. Et à un moment donné, c'est, oui, nourrissant, mais aussi exigeant, ce travail-là. Parce qu'on est à la rencontre des gens qui sont souffrants. Et ça peut nous donner envie, et je pense pas juste envie, mais le besoin de se ressourcer. Toi, dans ton parcours à toi, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu sens le besoin, pas juste de te ressourcer, mais de prendre une pause de cet univers-là qui est dans l'intervention, qui est d'aller à la rencontre de l'autre dans sa souffrance, pour faire des choses comme un peu plus manuelles. Oui. Hein? Donc, après la toxico, il y a eu une période de pause de l'univers du travail social qui t'a amené où? D'abord, un moment d'arrêt, de décider de laisser ce travail-là. C'était une grosse décision parce que
dans mon mental, la trajectoire, c'était que je prenais un poste en quelque part et je le continuais. Mais la santé ou le goût de vivre autre chose a été plus fort. À un moment donné, je suis parti. Je suis allé voir ma patronne et je dis, je quitte, je démissionne. Elle me regarde, elle dit, pourquoi tu prends pas un an sans ça? Non, j'ai besoin de ne pas savoir quand est-ce que je vais revenir. Besoin d'air. Et puis, j'avais démissionné sans savoir ce que je ferais. Mais là, j'ai fait du travail concret. J'ai travaillé à restaurer des avions. Donc, de la mécanique d'avion, restauration d'avions. Et ça m'a fait un grand bien. Et l'aviation, ça, c'est quelque chose qui vibre profondément à l'intérieur de toi. Oui. Petit gars, OK, tu me disais que il y avait des avions qui passaient au-dessus de la maison familiale et déjà, tu étais fasciné par ça. Effectivement, moi, j'ai dessiné... Le premier dessin que j'ai fait et que j'ai encore sur ma feuille de papier, c'est un avion. Et parce que sur la ferme de mon père était proche d'un terrain d'atterrissage, un terrain d'aviation, comme il appelait. Et moi, juste entendre le son d'un avion, je devenais fébrile. Et j'avais entre 5 et 10 ans. Et quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu mon premier 3 $ dans mes poches parce qu'on avait vendu des bouteilles vides qu'on avait ramassées le long de la route. Et avec 2 petits amis, on s'était sauvés un soir après souper. On était allé voir le pilote, qui était à peu près 1 kilomètre. On avait notre 3 piastres, puis il nous a amenés faire un tour d'avion. C'était extraordinaire et jamais ça m'a lâché. C'est encore présent dans moi, le goût des avions. Alors, à l'insu de tes parents, oui. tu as donné vie à ce rêve-là de gamin à l'intérieur de toi. Oui. Et plusieurs années plus tard, tu as suivi un cours de pilotage, à mi-vingtaine, quelque chose comme ça. 27, oui. Alors, ce rêve-là, tu l'as réalisé. Oui. Et ça a fait partie de ta vie. OK, oui, professionnelle aussi, parce qu'il y a eu de la mécanique. Mais d'abord, je pense, quand je t'entends, c'est une passion. Ça a occupé une place importante dans ton cœur pour donner vie, justement, à quelque chose qui était là depuis tout petit, finalement. Oui. Oh, oui. Puis avec un ami, on a eu un avion. Et à un moment donné, il était dû pour des réparations majeures. On s'est trouvé un local et on l'a défait en morceaux. Complètement en morceaux. On l'a tout défait. Pas un petit miniature comme on voit dans les boîtes, un vrai. On l'a tout défait avec identifié chacune des pièces en prenant plein de photos. Et on l'a reconstruit, puis changeant les morceaux, sous la supervision d'un mécanicien. Mais ça nous a pris 2 ans. Puis un bon jour, on s'est rassis dans l'avion, on est reparti avec. Wow. C'est fascinant. Moi, ça a été une expérience extraordinaire. Avoir l'espace, je le ferai encore en continu, ça, de bricoler sur un avion. Et ce que je trouve fascinant, c'est que tu es à l'écoute de toi à travers ça. Est-ce que c'est un peu pour ça, Jacques, parce que la retraite du réseau de la santé et des services sociaux, tu l'as prise relativement jeune, vers l'âge de 57 ans. Est-ce que les raisons que tu viens de nommer ont inspiré cette décision-là? Oui, définitivement, parce que moi, j'étais prêt à filer jusqu'à 60, peut-être même 65, là, facilement, parce que j'aimais ce travail-là. Mais à un moment donné, il y avait trop de tiraillements à l'intérieur de moi. Là. Je vivais de la frustration et de la colère parce que j'étais amené à faire des choses, moi, qui ne correspondaient pas avec mon intérieur. Oui, il y avait un conflit de valeurs. Tout à fait. Et on va voir dans quelques instants cette transition-là entre ta vie professionnelle active et tout doucement que tu as continué à t'impliquer, à avoir des contrats ici et là, mais aussi à faire de plus en plus de place à une vie personnelle riche au niveau de ta retraite. Voilà. Une fois que la décision a été prise de quitter le réseau, tu t'es préparé à la retraite en suivant un cours. Hein? Donc, il y avait ça, puis je pense qu'il y a encore ça de nos jours, un cours de préparation à la retraite. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a favorisé une transition vers cette autre phase de ta vie-là?
Dans un sens, oui, ça m'a obligé à réfléchir comment je voyais ma retraite. Mais je dirais sans plus, parce que ma retraite, moi, je la voyais continuer à faire plein de choses que j'aimais, mais avec plus d'espace-temps, plus d'espace libre pour avoir du temps pour lire, pour marcher, pour faire des exercices, pour méditer, peu importe, mais plus d'air. Oui, donc de la flexibilité dans le temps et dans la diversité des intérêts. Oui. Parce que après cette retraite officielle-là, tu as quand même été sur le marché du travail. Tu acceptais des contrats d'une durée limitée, justement pour avoir du temps pour faire autre chose, à la roselière, à partage au masculin, en intervention, un peu en gestion. Ça a été comment? C'est quoi les souvenirs que tu gardes? Moi, ça a été tous des bons moments. J'ai été à peu près 5 mois arrêté. Et puis, j'ai eu une première demande du réseau, un court contrat pour travailler avec une équipe en santé mentale. Ensuite, j'ai travaillé dans une ressource privée, la Roselière. Plus tard, j'ai travaillé avec une autre ressource privée, la Beauce-Villoise. J'ai travaillé à partage au masculin, bien sûr. J'ai été sur le conseil d'administration, j'ai fait de l'intervention. C'est toutes des expériences et variées. Et pour moi, ça, c'était bien important de ne pas prendre un contrat à vie. Puis pas du temps complet. Faire des choses que j'aimais, mais un temps limité dans la semaine, de sorte que j'avais du temps pour faire d'autres choses que j'aimais et aussi du travail concret. Et c'est dans cette phase-là de ta vie, tu parles de travail concret, que tu as eu une cordonnerie. Bien sûr. Ça a été une surprise pour moi, comme pour bien d'autres personnes. Mais j'avais le goût de travailler concrètement. Et l'occasion s'est présentée et je l'ai faite pendant 6 ans quand même. Les 5 premières années, j'ai roulé pas mal au même rythme que le rythme du travail régulier. Présentement, il y a beaucoup de gens qui vivent des retraites semblables à la tienne. Présentement, ça fait partie des options qui s'offrent aux gens, mais à ton époque, tu étais quand même pas mal précurseur. Qu'est-ce qui a motivé ça, tu penses? Bien, écoute, c'est un feeling dans mon cœur. Moi, quand j'avais été dans un milieu de travail 5, 6, 7 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Et cette impression-là me laissait sur mon appétit de découvrir autre chose. Et aussi, j'avais l'impression que mon cœur était moins présent dans mon travail. J'étais moins là, moins de satisfaction. Alors, je prenais la décision de lever les pieds, comme on dit, avec les feelings qui vont avec, c'est-à-dire une certaine insécurité. Est-ce je vais avoir encore du travail? Mais ce que je faisais, c'était finalement sentir que mon cœur était moins là, puis m'organiser pour que mon corps suive mon cœur. Il y avait une période de vide, mais la vie m'a démontré, parce qu'à chaque fois que j'ai quitté un emploi, il y a eu toujours d'autres choses qui m'ont passionné, mais de la même façon, 4, 5, 6, 7 ans, et puis encore là, ça se représentait l'impression d'avoir accompli ce que j'avais à accomplir, donné ce que j'avais à donner, et que je filais vers d'autres choses. Ça peut paraître inconfortable, c'est-à-dire c'est inconfortable, ça peut paraître instable, parce que des gens me l'ont exprimé, tu es instable, tu changes de place, qu'est-ce que tu cherches? Mais je faisais juste suivre mon cœur et ça m'a toujours amené vers du plus, et l'expérience que j'avais acquise dans mes emplois précédents me servait. Et ça a toujours été comme ça, 5, 6 ou 7 fois dans ma carrière. Mais c'est dérangeant de faire ça. Mais en même temps, c'est ce qui me permet d'être encore vivant et de faire un peu la même chose à ma retraite. C'est je fais quelque chose un bout de temps que j'aime, puis des fois, il n'y a rien. Puis d'autres fois, il y a d'autres occasions qui se présentent. Et j'aime ça, que ce soit de même. Il y a de l'air, il y a de l'espace. Et j'apprécie ça beaucoup. Il
a gravi les différentes marches de sa vie, les unes après les autres, en restant fidèle à ses valeurs. Parmi celles-ci, l'importance de la relation avec soi et avec l'autre. Jacques, tu es le 6e d'une famille de 7 enfants, donc tes frères et sœurs sont vieillissants. Tu as 3 enfants, 5 petits-enfants, une conjointe avec qui tu es depuis plusieurs années, Lucie, et un fils qui vient de démarrer une nouvelle entreprise. Et dans ton cœur, tu veux te rendre disponible pour ces êtres chers-là, pour les accompagner dans ce qu'ils vivent. C'est important pour toi, ça, hein, Jacques, à ce moment-ci de ta vie? Bien, c'est un moment privilégié. C'est vraiment... quand on est occupé dans un travail qui nous passionne et qui nous prend beaucoup d'énergie, moi, il ne me restait plus beaucoup de temps pour m'occuper des gens autour de moi. Dans la maison, oui, mais à l'extérieur de la maison, très peu. Là, c'est un moment privilégié pour avoir plus de temps et je veux vraiment en profiter. Jacques, il y a d'autres rêves que tu aimerais réaliser. Certains touchent au voyage, d'aller dans les Alpes suisses, de retourner dans l'ouest du pays. Et un autre qui nous ramène très, très loin dans ton histoire, du temps où est-ce que ton papa était cultivateur. Il y a quelque chose qui sommeille à l'intérieur de toi par rapport à ça. Oui, effectivement. Les voyages, je trouve ça intéressant. Je suis déjà allé au Pérou. Mon frère aîné a habité au Pérou. Et c'était un dépaysement complet. Et en même temps, de côtoyer je dirais la pauvreté, parce qu'il était dans un milieu là-bas très pauvre, m'a laissé des leçons importantes, comment on était privilégiés ici. La richesse nous entoure. Et ça c'est toujours resté en moi, que des gens vivaient avec très peu. Aller dans l'Ouest et dans les Alpes, c'est les montagnes qui m'attirent. J'aimerais aller marcher dans les montagnes. Et l'autre auquel tu fais allusion, c'est, oui, j'ai grandi sur une terre dans la nature, avec des animaux, à faire de la culture, et ça, j'ai encore ce goût-là un jour, peut-être habiter un petit coin de campagne où je pourrais avoir un jardin, et aussi avoir quelques animaux, des poules, des chèvres, peu importe, un chien, des chats. Je trouve ça agréable, puis d'avoir un espace où je vois le ciel, mais il y a de la forêt, puis je peux aller marcher. Proche, être plus baigné dans la nature encore. Mais effectivement, là, je trouve que je fais plus de place aux choses qui me nourrissent profondément, c'est-à-dire avoir de l'espace-temps pour aller dehors, aller dans la nature, marcher, puis me garder en forme aussi. Méditation et yoga, ça a apporté une paix extraordinaire dans ma vie. Donc, ça a pris de l'importance aussi. J'y donne de la place à tous les jours. Hein. Il y a aussi chanter, faire un peu de musique, ça c'est un héritage de ma mère et j'en suis bien fier. Ça fait du bien chanter. Puis chanter, c'est respirer. Ça rejoint le yoga et la méditation. Ça me fait du bien. Fait que toutes ces choses-là qui me font du bien, je réserve souvent mes avant-midi pour ça. Et le reste de ma vie, je suis plus disponible pour ma conjointe, mes enfants, mes frères et sœurs qui sont vieillissants, mes petits-enfants. Et ça, je trouve ça fort agréable de se rendre disponible, de me rendre disponible. Certains des rêves qu'il caressait sommeillaient à l'intérieur de lui depuis qu'il était tout petit. Tout comme lui, puissiez-vous poser des actions pour réaliser les vôtres.